comment est-ce qu'on rit autour d'une table quand 3 soldats américains viennent de mourir sur la base qu'on est en train d'évacuer? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Camp David. Donald Trump raconte l'attaque iranienne contre une base américaine en Jordanie comme s'il imitait un jeu vidéo d'arcade. Bing, 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 dit-il, en mimant des tirs avec la main. Et autour de la table, les gens rient. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné. Un vrai rire, complice, celui qu'on réserve à une bonne blague entre collègues. Sauf que la blague, ce sont des cercueils. Alors avant d'aller plus loin, un point de sourcing, parce qu'il compte vraiment ici, cette base s'appelle Muwafaq Salti, en Jordanie. Elle a été frappée par des missiles iraniens à plusieurs reprises cet été, et la dernière frappe documentée date de la mi-juillet selon Al Jazeera et le site spécialisé The Aviationist. Sur les pertes humaines, les sources ne s'accordent pas parfaitement. Certains bilans parlent de 2 morts et 1 disparu, d'autres de 3 morts. Un autre encore évoque jusqu'à 4 victimes américaines. Ce que j'utilise ici, c'est le chiffre médian le plus cité, 3 morts, en le signalant explicitement comme rapporté par plusieurs médias, plutôt que comme un décompte officiel définitif et unique. Ce qui, en revanche, ne fait aucun débat, c'est qu'il y a bien eu des morts américains sur cette base et que la base a bien été frappée à répétition. Et c'est là que le tableau change, parce que pendant que Trump fait des bruitages avec la bouche, il existe des images satellites de cette même base prises sur plusieurs semaines. Pas une photo isolée, une chronologie. Le 2 juillet, le 9 juillet, le 17 juillet, le 30 juillet, 4 dates, 4 frappes, sur la même installation, pendant que les États-Unis continuaient d'y acheminer du matériel. Un hangar de F-35, ou en tout cas ce qui ressemble fortement, apparaît endommagé sur les clichés les plus récents. Ce n'est pas une allégation de l'opposition démocrate, c'est une photo prise depuis l'espace comparée avant-après. Vous voyez le problème. Le président des États-Unis raconte en direct devant les caméras que les intercepteurs américains ont tout arrêté, 5 missiles sur 5, sans en laisser passer un seul. Et à quelques kilomètres de là, dans le même dossier, sur la même base, les images montrent l'inverse. Des frappes qui touchent leur cible à répétition sur près d'un mois. Un dernier point avant de continuer sur ce fil précis. C'est pas la première fois que ce genre d'écart entre la version officielle et la réalité documentée sort dans cette actualité d'autres bases dans la région, en Irak, au Qatar, ont vu le même scénario se répéter, les États-Unis annonçant des interceptions parfaites pendant que le matériel, lui, était discrètement rapatrié. Je ne vais pas revenir sur ce dossier-là en détail, ici, il a déjà été traité ailleurs. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est ce qui se passe précisément dans cette salle de réunion à Camp David, au moment où ces informations sont censées être connues de tout le monde présent. Alors, je vous pose la question autrement. Qu'est-ce qui est le plus grave? Que la base ait été frappée, ou que le président l'apprenne, le sache et choisisse quand même de la transformer en spectacle comique devant des caméras? Reprenons depuis le début, calmement, parce qu'il y a une chronologie précise ici. Trump décrit l'attaque, 5 missiles, 8600 km à l'heure. Il insiste sur la vitesse, comme s'il présentait une publicité pour une voiture de sport. Et notre équipage était là. Bing, 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 5. Un journaliste dans la salle lui répond même que ça aurait fait un excellent extrait sonore. Personne, à ce moment précis, ne prononce le mot mort. Personne ne demande combien de soldats étaient positionnés sur cette base ce jour-là. Le sujet passe en une phrase à autre chose. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un président qui simplifie pour son public, qui préfère parler de succès plutôt que de pertes. C'est un choix de communication banal, non? Sauf que non, parce que la question qu'un journaliste finit par poser directement, quelques minutes plus tard, révèle le vrai enjeu. Le journaliste demande si les Américains doivent désormais s'attendre à ce que ce cycle de frappe et de riposte continue indéfiniment. Et Trump répond, sans détour, que oui, c'est probablement ce qui va se passer. Autrement dit, il admet lui-même que ce n'est pas un incident isolé qu'on peut balayer d'une blague. C'est un schéma qu'il reconnaît publiquement, tout en continuant à en rire dans la même conversation. Regardez bien ça, parce que ça résume l'ensemble du problème mieux que n'importe quelle statistique. L'argument le plus solide de l'autre côté, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence, c'est que les présidents américains, démocrates comme républicains, ont toujours minimisé les revers militaires devant les caméras. C'est une pratique documentée depuis des décennies. On ne veut pas donner à l'adversaire une lecture précise des pertes
et des failles, on protège le moral des troupes encore engagées et on évite de nourrir un récit de faiblesse qui pourrait encourager d'autres attaques. C'est pas un argument inventé pour l'occasion, c'est une vraie doctrine de communication stratégique, utilisée sous plusieurs administrations, y compris démocrates. Sur ce point précis, la prudence rhétorique en temps de conflit n'est pas, en soi, une preuve de malhonnêteté. Mais voilà où l'argument s'effondre ici. La prudence stratégique consiste à rester vague, pas à nier un fait vérifiable, en le remplaçant par une fiction inverse. Dire « nous ne commentons pas les détails opérationnels » est une chose. Dire « nous avons intercepté 5 missiles sur 5 », alors que les images satellites montrent une base frappée à 4 reprises sur un mois, avec des morts, en est une autre. Le premier, c'est de la prudence. Le second, c'est une invention publique, prononcée devant des caméras, à un moment où l'information contraire est déjà documentée par des médias spécialisés en imagerie satellite. Ce n'est plus du contrôle de récit, c'est un mensonge vérifiable, en train d'être vérifié en direct. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que, à côté de Trump, dans cette même salle, il y avait d'autres personnes, des gens dont le travail, en théorie, est justement de tempérer ce genre de récit, de ramener un peu de rigueur dans la pièce, de représenter une forme de contre-pouvoir interne à l'exécutif. C'est précisément ce que sont censés faire les membres d'un cabinet fonctionnel dans n'importe quelle démocratie sérieuse. Poser les questions inconfortables, apporter les chiffres qui dérangent, refuser de valider un récit qui ne tient pas. Ce qui s'est passé à la place, c'est l'inverse exact. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, prend la parole dans cette même réunion au moment même où l'on parle de bases attaquées et de soldats tués pour défendre la poursuite des survols militaires organisés au-dessus des plages américaines. Ces démonstrations aériennes à basse altitude censées, selon lui, remonter le moral national. Il a d'ailleurs formulé publiquement, presque mot pour mot, en disant que les survols continueraient jusqu'à ce que le moral s'améliore, une déclaration reprise par plusieurs grands médias américains. Puis il ajoute, en s'adressant directement à Trump, que la vraie qualité de son leadership tient en 3 points. Le courage, la restauration d'un certain esprit national et un investissement générationnel. Voilà le niveau de la conversation. Dans la même pièce, le même jour, où l'on discute de soldats morts sur une base qu'on est en train d'évacuer. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit le proverbe. Ici, on célèbre déjà la chasse, pendant que l'ours, lui, continue de mordre. Ce sentiment que vous aviez, en regardant cette séquence, que quelque chose clochait dans l'ambiance de cette salle, il était fondé. C'était pas de la parano. C'était simplement plus de bon sens que ce qu'on essayait de vous vendre à l'écran. Et Hegseth n'est pas seul dans cet exercice. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, prend lui aussi la parole, dans le cadre du 250e anniversaire du pays, pour dire essentiellement que les pères fondateurs, avec toute leur vision, n'auraient jamais pu imaginer une économie aussi florissante que celle que Trump a créée. C'est le genre de phrase qu'on attend d'un porte-parole de campagne électorale, pas d'un membre de cabinet chargé de superviser les finances publiques d'une grande puissance en pleine confrontation militaire ouverte. Vous voyez le motif qui se dessine. C'est pas un cabinet qui contredit, qui vérifie, qui pousse le président à revoir sa version des faits face aux preuves. C'est un cabinet qui applaudit. Et un cabinet qui applaudit pendant que les bases brûlent, ce n'est plus un organe de gouvernement, c'est un public captif. Le vrai problème commence ici, et il dépasse largement Trump lui-même. C'est le mécanisme entier autour de lui qui a cessé de fonctionner comme un frein. Un régime démocratique repose sur l'idée que le pouvoir exécutif est entouré de gens capables de dire non, ou au minimum de dire « attendez, les faits ne collent pas ». C'est ce qu'on appelle dans les livres de sciences politiques le rôle structurel d'un cabinet. Pas un club de soutien, un organe de vérification interne. Quand ce rôle disparaît, remplacé par des louanges sur le courage et la grandeur historique, la seule fonction de vérification qui reste, c'est celle des journalistes présents dans la pièce et celle des images satellites prises depuis l'orbite. Ce n'est plus le cabinet américain qui corrige le président. Ce sont des caméras et des satellites qui, en silence, contredisent ce qu'il vient de dire. Attendez, il y a un deuxième fil à cette histoire et il change complètement l'échelle du problème. Pendant que cette scène se joue à Camp David, à des milliers de kilomètres de là, dans le détroit d'Ormuz, le commandement militaire américain pour la région, le CENTCOM, publie un communiqué officiel pour contredire une revendication iranienne.
L'Iran affirme avoir fermé le détroit d'Ormuz au trafic commercial. Le CENTCOM répond noir sur blanc que c'est faux, que l'Iran ne contrôle pas le détroit, que la voie reste ouverte et que plus de 800 navires commerciaux ont continué à transiter, transportant l'équivalent de 380 millions de barils de pétrole. C'est une déclaration officielle, sourcée, documentée par plusieurs médias, dont Fox News elle-même, qui n'est pourtant pas exactement réputée pour accabler cette administration. Sauf qu'un détail change toute la lecture de cette affaire. Le même jour, ou dans la même fenêtre de temps immédiate, 2 pétroliers sont frappés dans cette zone. 4 autres navires font demi-tour en tentant d'emprunter la route sud du détroit, près d'Oman, jugée trop dangereuse. Un méthanier qatari transportant du gaz naturel liquéfié tente une route de contournement négociée avec l'aide du Pakistan, précisément parce que la route habituelle n'est plus sûre. Et ce même méthanier finit par être bloqué, cette fois, par la marine américaine elle-même, avant même de pouvoir sortir du Golfe. Alors qu'est-ce qu'on a exactement? Un communiqué officiel qui dit « tout va bien », le trafic continue normalement, et dans la même semaine, des tankers qui rebroussent chemin, des routes de contournement négociées en urgence et un blocage américain sur un navire allié. Le détroit ne peut être pas fermé au sens juridique strict du terme employé par CENTCOM. Mais dire qu'il fonctionne normalement alors que des armateurs redessinent leur trajet en temps réel pour l'éviter, c'est jouer sur un mot plutôt que sur un fait. C'est exactement le même mécanisme qu'à Camp David, sauf à une toute autre échelle. À Camp David, un président nie une frappe sur une seule base, documentée par satellite. Dans le détroit d'Ormuz, c'est toute une administration militaire qui nie une dégradation de sécurité maritime régionale, documentée par le comportement même des armateurs qui refusent d'y passer. Le premier mensonge concerne une base, le second concerne une des voies de navigation les plus stratégiques de la planète, par laquelle transite une part énorme du pétrole mondial. Ce que je sentais depuis le début sur ce premier point, c'était vrai. Et c'est même pire que ça une fois qu'on regarde le tableau complet. Et voilà, en une phrase, ce que révèle toute cette réunion. Plus l'administration insiste sur le fait que tout est sous contrôle, plus la quantité de preuves indépendantes qui disent l'inverse s'accumule au même rythme. Que les grands médias conservateurs, ceux qui sont les plus proches de cette administration, aient repris le communiqué de CENTCOM presque tel quel, sans creuser la question des tankers en fuite, ce n'est plus vraiment un hasard. En restant sur les résumés de 30 secondes proposés par ces chaînes-là, cette histoire de route de contournement improvisée vous échappe complètement. Et c'est précisément ce niveau de détail qui change tout, parce que ce n'est pas le communiqué officiel qui raconte la vérité, ce sont les décisions concrètes prises par des compagnies maritimes qui ont, elles, un intérêt financier direct à dire la vérité sur ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Il faut aussi parler d'un autre moment de cette réunion parce qu'il éclaire tout le reste sous un angle différent. À un moment donné, dans la même conversation, Trump se met à parler de lui-même en des termes qu'on n'attend normalement pas d'un chef d'État en pleine gestion de crise militaire. Il dit qu'il a probablement été plus maltraité que n'importe qui d'autre dans l'histoire du pays. Il évoque dans la même respiration les poursuites judiciaires contre lui, la perquisition à Mar-a-Lago et le fait qu'il mériterait de grosses compensations tout en précisant dans la phrase suivante qu'il ne demande rien. Un journaliste le relance immédiatement là, dessus. N'a-t-il pas justement obtenu un accord avec l'administration, un accord qui écarte toute nouvelle enquête sur ses impôts et le protège d'audits futurs sur ses revenus passés? La question reste, à ce stade, une question posée en direct, avec une réponse évasive, et non un fait juridiquement tranché, je le précise clairement, parce que c'est le genre de nuance qui compte. Ce qui est établi, en revanche, c'est que cette même administration a effectivement engagé, autour de cette période, des discussions sur l'immunité fiscale rétroactive de Trump concernant des revenus tirés d'accords conclus avec des pays du Golfe, ce que ces revenus représentent exactement en dollars, et si un accord final protège réellement ces sommes d'un audit futur, reste un sujet suivi par plusieurs enquêtes journalistiques distinctes que je ne vais pas rouvrir en détail dans cette vidéo précise. Ce fil a déjà été traité ailleurs sur cette chaîne, et je ne veux pas vous refaire 2 fois la même démonstration. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement le contraste. Un président qui se décrit comme la victime la plus maltraitée de l'histoire du pays, dans la même réunion où 3 soldats américains viennent de mourir sous ses ordres,
sans qu'ils consacrent plus de quelques secondes à leur sort. Vous trouvez ça normal, vous, cet ordre de priorité? Et puis, il y a la question posée par un journaliste sur l'Ukraine qui recoupe brièvement un engagement pris publiquement par Trump lors du sommet de l'OTAN en Turquie. Il avait promis à Zelensky de délivrer les licences permettant les intercepteurs Patriot, ces systèmes de défense antiaérienne dont l'Ukraine a un besoin criant avant l'hiver. Je ne vais pas redérouler ici toute la mécanique de cette promesse, elle a été très largement documentée ailleurs, y compris par cette chaîne. Ce qui m'intéresse dans le cadre de cette réunion précise, c'est la justification que Trump donne en direct pour ne pas tenir cette promesse. Il affirme qu'il faut être très prudent avec cette technologie parce que l'Ukraine pourrait un jour se retourner contre nous. Une prudence sur le transfert d'armement sensible, en théorie, ça se défend. Sauf que, dans la même intervention, Trump évoque également les puces Nvidia comme exemple de technologie ultra protégée, qu'on ne partage jamais alors que ces mêmes puces ont bien été autorisées sous son administration à destination des Émirats arabes unis, un pays régulièrement accusé de servir de relais vers la Chine. La prudence invoquée pour refuser à un allié en guerre une arme défensive ne s'applique donc pas de la même façon quand il s'agit d'un partenaire commercial du Golfe. Deux poids, deux mesures appliquées dans la même phrase à quelques secondes d'intervalle, ce n'est pas un accident isolé de communication. C'est une méthode répétée assez souvent dans assez de dossiers différents pour ne plus être accidentel, nier ce qui est documenté, minimiser ce qui coûte des vies et se poser en victime au moment précis où des comptes devraient être rendus. Revenons à la question de départ, comment est-ce qu'on rit autour d'une table quand des soldats viennent de mourir sur la base qu'on évacue? La réponse, après tout ce qu'on vient de voir, n'est plus vraiment un mystère. On rit parce que personne, dans cette pièce, n'a intérêt à ne pas rire. Le secrétaire à la Défense a intérêt à parler de courage et d'esprit générationnel. Le secrétaire au Trésor a intérêt à comparer son patron au père fondateur. Et le président, lui, a intérêt à transformer une frappe meurtrière en anecdote comique. Parce que l'alternative, admettre que les intercepteurs n'ont pas fonctionné, que la base a été frappée 4 fois en un mois, que le détroit d'Ormuz est en réalité en train de devenir dangereux pour le trafic commercial, cette alternative-là exigerait des comptes. Et rendre des comptes, ce n'est visiblement pas au programme de cette administration. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement cette réunion précise, aussi troublante soit-elle, c'est ce qu'elle révèle sur l'ensemble de la structure. Un exécutif où plus personne à l'intérieur ne semble avoir ni la volonté ni la capacité de contredire le récit du chef, même quand ce récit est directement démenti par des images prises depuis l'espace et par le comportement documenté de compagnies maritimes internationales. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Pendant que cette question reste sans réponse à Camp David, ce sont des familles de militaires, des équipages de tankers obligés de redessiner leur trajectoire en pleine nuit, et des populations civiles sur des bases sous tension constante qui absorbent le coût réel de cette dynamique, pendant que les porte-paroles officiels, eux, continuent de parler de Golden Age et d'ère dorée pour l'Amérique. La question qui reste ouverte à la fin de tout ça n'est plus seulement de savoir si Trump ment sur une base en Jordanie ou sur un détroit au Moyen-Orient. C'est de savoir combien de temps un système peut continuer à fonctionner quand chaque contre-pouvoir interne, celui qui devrait normalement forcer la confrontation avec les faits, choisit systématiquement d'applaudir à la place. Si cette analyse vous a été utile, et si vous voulez qu'on continue à suivre, réunion après réunion, l'écart entre ce que cette administration affirme et ce que les preuves indépendantes montrent, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche, parce que ce n'est clairement pas terminé.